On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous avons un invité exceptionnel dans cette émission. Je vous propose de le découvrir tout de suite dans le sommaire. La fine équipe d'On refait le Mac reçoit cette semaine un invité exceptionnel, Pascal Cagny, l'ancien directeur général et vice-président d'Apple pour la zone Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde, revient sur ses 12 années passées au sein de la firme de Cupertino. L'ex-dirigeant qui a quitté la pomme en octobre 2012 pour rejoindre le conseil d'administration de Vivendi lève le voile sans langue de bois sur sa première rencontre avec Steve Jobs, l'aventure des Apple Store en France, la disparition des revendeurs historiques ou encore le déménagement d'Apple Europe qui a quitté la région parisienne pour Londres. Et n'oubliez pas de participer à notre concours organisé par Beezy. Notre partenaire qui fête ses 10 ans vous offre 20 robes Sunset pour MacBook Air Pro et Retina en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de la seconde partie de cette émission. On refait le Mac épisode 149, rencontre avec Pascal Cagny, première partie. On refait le Mac. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme invité, comme chroniqueur historique d'On refait le Mac, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut, qui, comme toutes les semaines, est en duplex de son placard. J'ai pas le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'abord parce que j'ai du travail, et puis secondo parce que je suis rentré de Tokyo hier matin à 4h, et si c'est un vol génial, parce que c'est le seul moment où il y a des taxis et où ça roule dans Paris, où tu rentres chez toi et tu peux finir ta nuit, mais ça pique quand même un peu le lendemain. Oui, et puis on verra le résultat sur le site très bientôt, Cédric. Absolument. Autre historique d'On refait le Mac, Rodrigo Sepúlveda Schultz, notre Guillermo Villas à nous, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Regardez la magnifique coupe de cheveux, ça pousse chaque semaine, c'est incroyable. Quelle tignasse. Bonjour à tous. Ben oui, ça pousse depuis janvier. Si tu changeais tes lunettes un petit peu de temps en temps, Olivier, tu verrais que je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis janvier. Voilà. Et donc, c'est mon nouveau motto de l'année. Pas de coiffeur. Pas de coiffeur. Bon, et pas de cravate. Mais moi, j'ai fait l'effort parce que nous avons un invité. Ah oui, non, les cravates, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Je suis passé chez Marinella à Naples au mois de mai. Ouais. Tu sais, Marinella, c'est la mecque de la cravate, 7 plis en c'est une soie plage faite encore, main. Marinella, Rodrigo. Et, mais bon, c'est pas et grave. Marinella fait des cravates pour les grands, comme moi, 1m88. Et tu n'es pas obligé d'être dans la taille standard des Il cravates. est sur qui arrivent en Mythique, avril. sur Adopte un mec et OkCupid, c'est ça, Rodrigo? Bah, surtout chez Marinella, qui te fait des très très belles cravates qui tombent bien comme il faut pour les grands. Alors moi, de mon côté, j'ai mis une cravate car nous avons un invité exceptionnel dans le studio de Tech TV cette semaine. Il s'agit bien sûr de Pascal Cagny. Bonjour Pascal, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier, c'est un plaisir d'être avec vous. Surtout que tu te fais rare, tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, l'ancien directeur général d'Apple Europe et du Moyen-Orient et l'Inde, ça s'est arrivé un peu plus tard, le vice-président d'Apple. Tu étais plutôt rare du temps où tu étais au sein d'Apple dans les médias. On reconnaît le culte du secret de cette compagnie, donc merci à toi de nous rejoindre pour nous dévoiler, j'espère, ce soir quelques éléments de coulisses et puis de ton parcours, parce qu'il est impressionnant. Hein. Tu as passé près de 12 ans dans cette entreprise. Tu as connu la formidable mutation de cette entreprise qui est passée en l'espace de quelques années d'un constructeur d'ordinateurs un peu marginal à celui du géant de la tech. Nous allons revenir donc sur ton parcours, mais avant de revenir sur ces belles années, question toute bête, Pascal, pourquoi tu as fait le choix l'année dernière de quitter Apple ? Eh bien, je crois qu'il fallait tourner la page après ces merveilleuses 12 années, et qu'il était temps, après une aventure qui a duré donc de 2000 à 2012,
Le propos était simple, c'était de se réinventer pour les 20 années à venir. Je n'avais pas l'intention d'être un de ces vieux exécutifs qui restent dans des groupes américains, à cultiver ces actions gratuites et le tapis rouge. Et comme je n'avais pas l'intention d'aller aux États-Unis parce que j'aime trop l'Europe, il était important que je parte. J'ai préparé ce départ avec beaucoup d'attention, j'en ai parlé autour de moi. Et je crois que j'ai laissé une équipe extrêmement talentueuse qui continue à faire le job qui était reconnu partout un petit peu chez Apple. Donc, Tu avais fait à peu près le tour et tu voulais pas continuer l'aventure aux États-Unis Si, j'aurais pu aller aux États-Unis et passer mon temps dans les avions, être dans la Silicon Valley, mais depuis cette année, je n'ai encore moins de regrets que je voyage partout dans le monde, je vois des entrepreneurs les plus géniaux et c'est ça qui m'intéresse fondamentalement, avant de reprendre une aventure qui sera évidemment aussi passionnante que celle-là, même si elle ne pourra que être très différente. Messieurs, ça vous a surpris le départ de Pascal Cagny, Cédric, l'année dernière, lorsqu'on a annoncé son départ, sa démission d'Apple? Oui et non, parce que je pense que, enfin c'est pas je pense, d'ailleurs c'est ce que j'entendais à l'époque, c'est que le choix c'était soit partir, soit aller à Cupertino, parce quand même c'était très dur de garder une influence, de garder voilà des choses intéressantes à faire dans une organisation où il s'est passé pas mal de choses, on y reviendra, hein, avec l'explosion des Apple Store par exemple, etc. On a plein de choses à dire, Cédric, ce soir. Hein. Mais voilà, continuer à faire des trucs intéressants sans être à Cupertino dans une organisation qui est connue pour être extrêmement centralisée. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs exceptionnel d'être arrivé à se fonder, à être arrivé à faire des choses sans être à Cupertino, parce que d'ordinaire chez Apple on dit que tu vois, sortie de One Infinite Loop, point de salut quoi. Ouais. Alors, on va essayer de comprendre déjà comment tu as pu arriver, toi qui as plutôt une formation au départ juridique, droit des affaires, comment arriver dans ce secteur de la technologie. Évidemment, Apple, ce n'était pas ta première expérience dans le secteur de la tech. Tu es passé par d'autres grandes entreprises, belles entreprises, beaux constructeurs d'ordinateurs, notamment Compaq, puis Packard Bell. Donc tu as travaillé pour le PC. Ça a été véritablement, je dirais, c'est là que tu as fait tes classes, je dirais, pour... En deux mots, j'avais absolument rien à faire dans la tech, puisque de formation Sciences Po, service public, j'aurais pu devenir un énarque. Ensuite, j'ai eu le choix d'aller à HEC. Et en sortant de cela, on vit avec les idéologies du moment. C'était à l'époque la reprise d'entreprise en difficulté, en travaillant chez Borloo, le cabinet Borloo qui, au milieu des années 80, était vraiment le cabinet où on voulait tous être. C'était ensuite le conseil en strat, où je suis allé chez Booz Allen, après un séjour de près de 6 mois aux États-Unis. Et puis, à la faveur de la crise du lundi noir du 19 octobre 1987, alors même que je devais rejoindre une banque d'affaires et donc peut-être avoir un parcours un peu plus classique, très différent, je me suis retrouvé à finalement avoir l'occasion et l'opportunité d'avoir une vraie expérience terrain chez Compaq. Compaq, dont vous vous rappelez peut-être, on avait là les premiers ordinateurs qui ressemblaient à des machines à coudre avec un écran plasma presque rouge et que, en tant que consultant chez Booz Allen, j'avais utilisé avec grand plaisir. Donc tu as appris l'expérience du terrain, de venir de Sciences Po, d'HEC et de faire, entre guillemets, un boulot d'ingénieur commercial sur le terrain chez Compaq. C'était quelque part pas très commun. Très différent, passionnant, je l'ai fait 6 mois, je dois l'avouer. Assez pour gagner un concours de vente et très vite passer au marketing stratégique en s'occupant des grands comptes pour une société Compaq qui à l'époque était passée au premier milliard de francs, ce qui était énorme et qui était alors le chouchou en fait de l'ensemble des acteurs puisque c'était la vraie success story au milieu des années 80. Donc là, la success story a commencé et vraiment ce qui t'a mis dans la lumière, hein, sous les feux de la rampe, c'est l'expérience, c'est l'aventure de Packard Bell déjà à l'époque, c'était à la fin des années 90. Oui, entre-temps, j'ai quitté très jeune en prenant un vrai pari Compaq alors que j'aurais dû y faire carrière comme nom de mes petits copains. Mais j'avais déjà un petit peu le talent de l'entrepreneuriat puisque a disparu depuis, je suis allé chercher SPC, Software Publishing Corporation, dont sans doute vous ne connaissez ni l'acronyme et ni le nom, mais il faisait de merveilleux produits qui étaient Harvard Graphics, qui était en gros bien mieux que PowerPoint et Superbase. Ça, Cédric, ça lui dit quelque chose. Cédric, ça lui dit quelque chose. C'est donc qu'il est assez âgé. Il est tout vieux en fait, Cédric. Harvard Graphics avec genre 23 disquettes en 5 quarts sur un PC à l'époque. Voilà, ça paraît aussi très bien. Superbement bien packagé avec un design rouge Hermès superbe. Et grâce à ça, on a eu une vraie success story. Je suis allé d'abord à Paris, dans le sud de l'Europe, ensuite en Angleterre, avant effectivement d'aller chez Packard Bell et débuter cette aventure qui restera sans doute, quand je regarde ces 20-25 années passées, une des plus belles aventures puisque vous êtes au milieu de la France. On prend une usine Bull qui est vide avec une usine de carte-mère à côté. Et là, on bâtit près de 1500 emplois indirects, plus de 3000 emplois indirects et on en fait le leader du PC multimédia en Europe.
Il est vrai qu'aujourd'hui, ça a bien changé, et également au sein d'Apple, mais on a l'occasion d'en parler, notamment des délocalisations et de la relocalisation d'Apple aujourd'hui. Et donc là, il y a eu une belle histoire déjà avec Packard Bell. Et comment tu as été amené à travailler pour Apple? Comment s'est passé les premiers contacts, je dirais? Ce qui est vraiment chez Packard Bell, le concept, c'était en gros de ne pas se satisfaire du système d'exploitation 286-386 Windows, et que tout de suite, on voulait rendre l'informatique beaucoup plus appréhendable par le grand public. Et c'est pourquoi on avait créé une couche logicielle qui s'appelait le Navigator. Le Navigator donnait à tout à chacun le soin de pouvoir naviguer d'une pièce à l'autre dans une maison virtuelle, et on avait déjà créé une sorte d'interface de couche logicielle sur Windows. Pour la rendre plus accessible, pour la rendre plus simple. Absolument, pour la rendre beaucoup plus accessible, puisqu'on un était peu comme vraiment Android dans le grand aujourd'hui, Cédric, avec Samsung, ou des choses comme ça, quoi. Déjà. Alors, Toutes choses égales par ailleurs. C'est une oui, petite bien pique, sûr. c'est pour ça, c'est entre nous. Mais la grande idée, c'était de rendre l'informatique appréhendable plus grand nombre. J'allais partir chez Dell parce qu'on m'avait appelé et que c'était le modèle dominant. Et finalement, quand j'ai rencontré Apple avec cette première de couve de fortune en 2000 qui montrait ce qu'on appelle aujourd'hui l'OS 10, mais aussi l'interface Aqua. Ouais, le bleu transparent, les transparences, la 3D de l'interface. Une design très forte, une volonté de simplification de l'informatique, il devenait évident que ça pouvait être une prochaine étape. Ouais. En clair, donc, au moment où tu as eu des contacts avec Apple, tu étais sur le point de quitter la France pour partir chez Dell. J'avais signé un contrat, j'avais loué une maison à Austin, j'avais dit au revoir à tout le monde en leur disant clairement que j'irais aux États-Unis, ce qui avait un sens puisque je n'avais pas encore 40 ans et que rajouter une expérience anglo-saxonne avait un intérêt à l'époque. Et finalement, à la faveur des différentes rencontres que j'ai faites, mais aussi de mon père qui était sans doute au bout de son chemin, je me suis dit que je pouvais remettre ce départ à plus tard. Et j'ai été convaincu par les produits Apple et sans doute par Steve, Avi Tevanian, John Rommelstein. Comment s'est passé l'entretien d'embauche? Raconte-nous, ça doit être assez amusant, parce que l'entretien d'embauche, c'est un certain Steve Jobs qui te l'a fait passer, si j'en crois mes sources. Mais d'abord, on commence par un entretien à Cupertino, dans la salle des conseils, où j'ai vu l'ensemble du comité de direction. Ouais. Et j'avais déjà là le privilège de voir un petit peu les produits, non pas les nouveaux produits, mais les produits qui venaient de sortir, et me les voir expliquer en fait, en première ligne, par quelqu'un de remarquable qui s'appelait John Rommelstein, qui était patron du Harvard, vice-président, chargé du hardware. de tout le matériel, le hardware. Avi Tevanian, qui parlait alors de tout ce qui était logiciel, mais aussi Tim Cook déjà, qui était sur la logistique, ou Peter Oppenheimer et Fred Anderson, qui étaient les financiers. Une fois ça passé, j'ai eu le privilège d'aller effectivement le jour de ses 45 ans voir Steve à Big Island à Hawaï, que je connaissais bien. Son le villégiature favori, c'est ça? Son le villégiature favori. On a passé sans doute 4 à 5 heures à tourner autour de la plage et à réfléchir sur les produits. Et comme j'étais un homme produit, patron du marketing produit chez Apple, chez Packard Bell, j'avais une vraie idée là-dessus. Je ne connaissais pas très bien Apple, mais je crois que c'est là où on a accroché et on s'est dit qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble à l'époque. Donc c'est la roadmap que tu as présentée, Steve Jobs, qui t'a séduit, plus que son fameux champ de distorsion de la réalité, qui est son charme, entre guillemets, naturel. Écoute, je serais sans doute prétentieux de dire que c'était que la roadmap, les deux ont joué, mais clairement, les produits que j'ai vus à Cupertino, à Infinite Loop, comme cette appréhension très particulière des produits où on essaie de les rendre plus simples, avec des cartes mères d'une nouvelle génération, des interfaces graphiques d'une nouvelle génération, la possibilité de miniaturiser cela, notamment dans l'univers des portables, où ils venaient de lancer des très beaux produits, a fait que je suis été assez convaincu, au point de me renier, si je puis dire, et de reconnaître que le choix de Dell, le choix de partir aux États-Unis n'était pas le bon, de faire en sorte que le camion qui venait chercher en Anjou nos bagages, on leur dit finalement vous êtes venus pour rien, et de faire un tour à 180 degrés, voire 360, qui aujourd'hui est vu sans doute comme étant visionnaire, mais fondamentalement c'est le choix du cœur et le choix du produit. Sachant qu'à l'époque, j'imagine que ton entourage ne te conseillait pas forcément de faire ce choix-là, parce que le modèle dominant c'était celui de Dell, c'était celui du PC, et bien que la roadmap d'Apple était quand même assez séduisante, c'était loin d'être gagné, parce qu'il y a eu quand même quelques produits iconiques qui ont fait que ça a explosé quand même, et c'était pas forcément dans la roadmap à cette période-là. Non, je pense à l'iPod et à l'iPhone. Il faut savoir qu'on est donc avant l'explosion de la bulle Internet, et je crois que je peux sans doute compter sur les doigts de la main les gens qui, et me le rappellent aujourd'hui encore, qui m'ont conseillé de rester en Europe, de prendre la direction Europe de Apple, en pensant que j'allais un petit peu être un parmi tant d'autres chez Dell, qui était vraiment le modèle dominant de l'époque et qui faisait des très belles boîtes grises, comme je les ai appelées ensuite pendant près de 13 ans. Ouais, en tout cas, Cédric, à l'époque, c'est clair, Apple, on le regardait un petit peu avec un petit sourire du côté, toi qui étais à l'époque dans des canards PC. C'était pas forcément le choix le plus naturel de la part de Pascal.
Non, à l'époque j'étais déjà LCI. Il a été embauché en quelle année? 2000. En 2000 j'étais LCI. Ouais. Mais de fait, il a raison de dire et c'est pas tant. De toute façon, le PC avait toujours été dominant sur le marché, ça n'avait pas changé. Et ça change pas. Ces ratios n'étaient pas changés. Quand il dit le modèle, Dell était dominant, c'était le modèle de Dell, c'est la vente directe qui était en train de devenir dominante, émulée chez nous par Gateway et par NEC. Oui, de fait, je pense qu'on serait retrouvé dans ces chaussures à ce moment-là, même si Apple a toujours été une société extrêmement séduisante par ses produits. Si on s'était demandé à ce moment-là qui va gagner la bataille, on aurait dit Dell. En même temps, Dell l'a pas vraiment perdu, donc c'est compliqué de dire. Enfin bon. Voilà. Il est pas au mieux. Disons Est-ce qu'on peut rappeler deux choses? Oui, Rodrigo. On parle d'il y a 13 ans, on parle d'un Apple Computer Inc. qui n'avait pas encore sorti d'iPod. C'était il y a une petite dizaine d'années, qui n'avait pas encore sorti d'iPhone, c'était il y a 7 ans, qui n'avait pas encore sorti d'iPad, c'était il y a 4 ans. On est sur un Apple Computer Inc. qui ne faisait que des ordinateurs. D'ailleurs, question à Pascal. Et deuxième chose, c'était aussi un constructeur qui faisait moins de 10% de part de marché à l'époque. Ah oui, bien moins que 10%. Bien moins. Oui, c'est une question pour Pascal. Question à Pascal, le jour où on t'embauche chez Apple, personne ne te parle de ce qui va arriver après. Il n'y a pas d'évocation de l'iPod, par exemple. Non, absolument Ou pas. de l'ouverture à des marchés qui ne soient pas. pas Pour être très clair, lorsque je parle avec Apple, je suis en janvier 2000, j'y rentre fin février 2000, on a fait l'iPod extrêmement rapidement. On l'a fait sans doute en moins d'une année et on l'a sorti le 23 octobre 2001. Donc à ce moment-là, on n'est pas du tout là-dessus. On est au contraire sur le Cube, dont on me parlera dès que j'aurai signé mon contrat, qui aurait été lancé en septembre 2000, qui était un merveilleux produit que j'adorais puisqu'il n'y avait pas un seul ventilateur à l'intérieur. Il avait du plexiglas tout autour, extrêmement puissant, avec un problème de positionnement prix au moment de l'explosion de la bulle Internet. Et ce qui a d'ailleurs conduit, on l'oublie, Apple à faire un profit warning, c'est-à-dire une alerte sur ses profits le 29 septembre 2000, et qui a fait en sorte que l'action a été divisée par 2. Et que là aussi, dès ce moment-là, on vouait en fait Apple à disparaître. Et pour reprendre le point de Rodrigo, en nous reprochant les 2, 3, 4% de parts de marché qui étaient les nôtres. Donc déjà là, les analystes et le monde entier nous expliquaient qu'on était avoué soit à fusionner, soit à disparaître. Tout ça, ce relais de croissance, on ne le voyait pas arriver. Alors concrètement, Pascal, comment ça se passe en coulisses? Tu avais un poste très important en vice-président d'Apple. La conception des produits, on a une visibilité sur combien de temps? Franchement. Et je pense qu'il faut distinguer sans rentrer dans les secrets. Ces premières années par rapport à ce qui s'est passé derrière. Parce que la société que j'ai rejointe est une société qui faisait à peine 5 milliards de chiffre d'affaires de dollars. En Europe, on était à peine plus de 1 milliard. C'est une société où, quand j'allais voir Steve pendant les premières années, on passait son temps encore à descendre au labo de design que l'on avait réintégré sur le campus. En ayant quitté Frog Design, avec Jonathan Ives qui était en fait en train d'émerger. À ce moment-là, on se posait la question de savoir sur quel était en gros le design et si oui ou non cela correspondrait à ce qu'on veut faire en Europe. Donc on était une société totalement vouée sur le produit, on avait déjà le culte de produit. Donc ça c'était le début et ça n'a rien à voir avec la société que j'ai dû laisser qui doit faire 150, 160 milliards de chiffre d'affaires, une valorisation qui a plus forte capitalisation qu'il y a au monde et qui est devenue aujourd'hui au diapason des Google de ce monde, un des mastodontes de notre industrie. Donc je pense qu'entre les deux, l'impact et le travail du patron de l'Europe qui a fait entre-temps passer de 1 à 40 milliards de chiffre d'affaires était moins sur le produit que sur comment on allait pouvoir continuer à garder la présence d'Apple sur tous ces territoires, les 120 pays qui ont été sous ma charge pendant de longues années. Alors, on va revenir justement aux coulisses d'Apple, mais quand tu es arrivé donc, à la tête d'Apple Europe, quelle était la situation? Comment tu as trouvé l'entreprise? En gros, pendant 2 années, 98-2000, ils se sont focalisés sur les États-Unis, c'est-à-dire Steve et le reste du management. Et pour sauver la boîte. Pour sauver la boîte, pour la remettre selon un mode opératoire qui me semblait intéressant. Et l'Europe était vue comme le mauvais élève de la classe, avec notamment des frictions très fortes entre mon prédécesseur, qui était un garçon remarquable, qui d'ailleurs ensuite a fait une superbe carrière, qui fait encore une très belle carrière chez Amazon, et puis notamment le déjà Phil Schiller de l'époque, qui évidemment pensait qu'il fallait remettre tout cela au pas. Tout le propos a été, durant cette période-là, de réexpliquer que l'Europe était compliquée, c'était un fait, c'était organique, c'était comme ça, mais toi, tu défendais ton territoire, c'est bien ça. Et qu'on pouvait aussi avoir une croissance beaucoup plus forte. Donc on est passé d'une contribution dite négative à une contribution positive. Et à la faveur de la relation particulière que j'avais avec le comité de direction et Steve particulièrement, je crois que j'ai eu l'attention qu'il fallait pour avoir des lancements de produits qui ne soient pas trop décalés, les bonnes ressources, les bonnes intentions, le bon marketing, mais aussi et surtout qu'on ait aussi l'écoute sur le design des produits.
Et ça, c'est très important, avec notamment la couverture de plusieurs langues dès le départ et l'intégration des différents labels. C'est quand on lance des produits en Europe, c'était à l'époque, et ça l'est moins aujourd'hui, mais encore et toujours, un casse-tête. Il faut labelliser cela sur plusieurs pays. Donc faire cet effort en amont du lancement était une des vraies batailles. C'est vrai que disait tout à l'heure en préambule de cette émission qu'on peut reprocher à Apple d'être très centralisé aujourd'hui, presque américano-centrique. C'était déjà le cas à l'époque. Comment est perçu avant l'Europe, comment est perçue la France au sein même de l'état-major d'Apple? J'ai vu en fait, ce qui est arrivé à l'Europe ou aux grandes régions est ce que j'ai fait moi avec les pays. En gros, on a, pour des raisons d'efficience, puisqu'on était très peu nombreux, on était quelques centaines de personnes, on gagnait peu d'argent, on a dû être un peu plus intelligent et créer en fait l'Europe avant l'ère. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que très vite, on a tué les baronnies locales qui avaient chacun leur entrepôt, leur service d'après-vente, et on a essayé de syndicaliser tout cela à l'échelle de l'Europe. C'était 2000, 2001, 2002, 2003. Ce qu'on a fait là, finalement, ça s'est fait à l'échelle du monde, puisque la fluidité de l'information, le haut débit, la facilité de se rendre d'un endroit à un autre de manière beaucoup plus rapide, a conduit à ce qu'on n'ait plus besoin des mêmes types d'opérations. Alors, j'ai effectivement, me suis battu encore et toujours jusqu'à la dernière minute sur cette centralisation exagérée, exacerbée chez Apple. De plus en plus aujourd'hui. Parce que pour pouvoir ensuite pousser les frontières vers l'Est, donc le Moyen-Orient, vers l'Europe de l'Est, mais aussi sur l'Inde, il fallait évidemment reconnaître que le mode opératoire n'était pas le même. Déjà, il y avait des différences entre l'Europe et les États-Unis. Imaginez les différences entre l'Europe, les États-Unis, le monde occidental et le reste. Donc cette bataille-là est la bataille de fond de tous les patrons Europe. Il faut le faire avec talent, il faut le faire avec résilience, puisqu'on est constamment en face de ce que j'ai appelé pendant très longtemps les ayatollahs du siège mondial, qui, sans avoir un passeport, ont sur leur carte de visite responsable mondial, sans avoir jamais voyagé et en ayant simplement des idées très très préconçues. Donc j'ai été assez connu pour mon franc-parler et cette bataille que l'on a gagnée, puisque finalement l'Europe a été pendant longtemps la région qui a eu la plus forte croissance et à plein d'égards un modèle de développement pour l'international, avec des ressources et des talents qui sont passés de l'Europe aux États-Unis ou des États-Unis vers l'Europe de manière très forte. Alors, tu sais, moi, je te suis, je suis l'actu d'Apple depuis longtemps. On avait le sentiment, il y a quelques années, que la France était un petit peu le chouchou d'Apple, du moins pour le reste du monde aux États-Unis. Puis d'année en année, on a senti des crispations entre les instances françaises, en tout cas, c'était pas avec les consommateurs français, et que, alors que la France historiquement était la locomotive des ventes d'Apple en Europe, elle semblait moins prioritisée. On l'a vu avec l'arrivée de certains produits qui sont arrivés plus tard en France, l'arrivée des Apple Store qui sont arrivés plus tard en France. Comment on explique cette évolution-là? Ce qu'on a vécu là, je veux dire, moi je l'ai vu vraiment en première main et je crois qu'il y a un phénomène extrêmement clair qu'on constamment on sous-estime, c'est que le 9/11, c'est-à-dire le 11 septembre 2001, a été un énorme bouleversement. Parce qu'à ce moment-là, au moins pour le grand public américain, la France n'a pas été vue comme étant le meilleur allié. Je me rappelle encore nous, toute l'équipe européenne, et donc très française que j'étais en train de constituer, se faire, je crois c'est le terme charrier en fait, aux États-Unis avec ces petits jeux de cartes où on mettait un petit peu les gens qu'on voulait chercher. Donc il y a eu un vrai changement. En politique, ils se sont rabibochés, c'est le terme consacré très vite. Dans la vie des affaires, à ce moment-là, il y a eu un premier éclat. Deuxième idée, n'oubliez pas que notre business model, comme disait Rodrigo, à partir d'octobre 2001 et plus encore d'avril 2003, au moment où on a lancé le iTunes en nom propre et vraiment le magasin de vente de musique en ligne, a été extrêmement orienté sur la musique. Et les grands sièges internationaux de musique étaient tous, pour l'essentiel, soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et enfin, dernière chose, sans doute que les affres et les malheurs de différentes réglementations ont fait que sans doute on a été un peu moins bien accueillis en France. Alors qu'au moins originellement, Steve était extrêmement pro-français, avait je crois un vrai amour de la France. La preuve, le headquarter européen était là depuis quelques années, sans vous parler évidemment du fameux Gasset et du passage de Serlet, de Hulot, de moi-même français qui était patron d'Europe. Donc voilà. On va parler de la French Team, mais en deux mots, sous ton règne, je dirais au sein d'Apple Europe, alors que la France Paris était la capitale d'Apple en Europe, cette capitale a été délocalisée à Londres. Pourquoi ce choix concrètement? Pourquoi Apple a décidé de... J'aime pas le terme règne, puisque ça veut dire qu'on avait des barons, et je me suis battu contre les barons. J'ai toujours essayé de
pas être un baron, commande, mais simplement sur les 12-13 années qui ont été les miennes, je crois qu'on a essayé d'être extrêmement pragmatique. La réalité des choses, et l'histoire est là pour le démontrer paradoxalement, c'est qu'on a essayé d'avoir un headquarter européen en France. On a d'abord choisi et voulu bâtir notre premier magasin rue du Scribe, en face de l'Opéra. On s'est heurté pendant plus d'une année et demie, le premier Apple Store en pendant France. 1 année et demie, 2 années et demie, entre autres au bâtiment de France, pour lequel j'ai le plus grand respect, Monument historique. mais qui nous empêchait de pouvoir enlever notamment les barreaux en fer aux fenêtres. Donc ça a été des discussions interminables. Deuxième idée, on a essayé de mettre le headquarter en face du Fouquet's, sur les Champs-Élysées, Là, on a des en infos. voulant hein, ce soir. reprendre Voilà. le magasin Vuitton, qui était un merveilleux magasin, puisqu'on était l'angle. en train de signer le contrat avec Accenture, À l'angle de qui l'avenue Georges V. et qui aurait fait un merveilleux siège européen, puisqu'on était à la fois sur une des grandes avenues iconiques, et on avait un espace de travail pour accueillir notamment nos grands clients. Donc l'idée, on c'est a de fait tout faire cela. comme à Londres, d'avoir à la fois l'Apple Store et le siège européen Absolument. d'Apple sur la plus Après de belle longues avenue du monde. En discussions, je suis en 2002-2003, on arrive à ni déloger Louis Vuitton, qui depuis en a fait un merveilleux magasin Et sans un doute musée. à niveau, sans doute un musée aussi. On n'a pas réussi à finalement clore le rue du Scribe. Entre-temps, les Anglais, dans leur bon pragmatisme, avec ce que la reine a sur la rue de Regent Street, nous offrent 3 magasins. En moins d'un an, novembre 3, novembre nous offre, nous loue très cher de novembre 2003 à novembre 2004 les magasins. Et c'est là-dessus qu'il devenait évident, avec l'arrivée de l'iPod, que ça pouvait avoir sens d'avoir un siège dont je vous rappelle qu'il avait vocation à rester, et au moins je me suis toujours battu là-dessus, extrêmement réduit, avec peu de staff, puisque l'objectif c'est d'être une organisation qui était encore extrêmement agile et rapide. Et c'est vrai qu'à l'époque, les ventes d'iPod surperformaient en Angleterre, notamment par rapport l'adoption de ces nouvelles technologies a toujours France. été plus rapide, sans vous parler du marché de la musique qui était 2 fois plus importante que la France. Cédric Rodrigo, une réaction? Oui, je voudrais juste faire une pause. Je ne connaissais pas cette anecdote. Je me souviens très bien de l'immeuble Andersen Consulting au coin de l'avenue Georges V et des Champs-Élysées, marqué Andersen Consulting, qui faisait à l'époque tous les articles dans la presse. On racontait comment ça se passait, on poussait des petits bureaux, des sous de bureaux, qui ensuite s'est partagé avec Louis Vuitton et qui est maintenant devenu le flagship store de Louis Vuitton, magnifique. Je ne savais pas que ça aurait pu être l'Apple Store de Paris. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Et le siège européen. Il y a beaucoup de rumeurs de l'arrivée d'Apple sur les Champs-Élysées. Ça aurait été absolument magnifique. Il aurait été Il n'est pas trop tard, Rodrigo. Hein, du même acabit que celui de la 5e avenue à New York. Ouais, mais non, parce que là, ils auraient été du mauvais côté des Champs-Élysées. Oui, Cédric, il n'est pas trop tard. Il y a le Virgin qui se libère. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, Pascal. Ce qu'on appelle la face nord commençait à prendre semblant beaucoup de de pas entendre traction. ma question, mais Et c'est ce qui se passe en fait. Ce qui se passe absolument sur la face nord, puisque à la fois vous avez Louis Vuitton et tout ce côté-là a été rénové de manière extrêmement forte. Donc je crois qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, le drugstore aussi, etc. Donc ça reste d'actualité au sein d'Apple, c'est arrivé sur la plus belle avenue du monde. Je pense que c'est un must-do, il faut qu'il le fasse. Ça va la réponse, Cédric? C'est bien, c'est corporate ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi ça me va, mais ça fait des années qu'on dit, ouais, de toute façon, le jour où Virgin va lâcher le Megastore, c'est évident que c'est Apple qui va le on l'a regardé, moi-même j'y suis, là je peux vous en parler, on est allé sur le Virgin, on est allé sur le magasin Disney et autres, et on a toujours pensé que ce n'était pas le bon site pour refaire un Apple Store. Et puis je vous rappelle quand même que ce qu'on a fait à l'Opéra et ce qu'on a fait au Louvre reste exceptionnel, qu'il s'agit non pas de regarder, vous savez, c'est le concept il faut aller là où comment on appelle ça, au hockey sur glace, c'est-à-dire le palais. Le palais. Le palais va. Ah ouais. C'était le palais Garnier juste en face, c'est pour ça. Une des citations classiques que Jobs Citer Steve Jobs en français, c'est compliqué. En parlant de Steve Grinsky, je crois que c'est ça le grand joueur qui disait cela. Et donc nous, on regarde un peu plus loin. Donc je crois que l'Opéra et le Louvre ont vraiment offert un merveilleux magasin, une présence de Apple là où il faut. Avant de parler, on parle des magasins justement. Ce qui est, entre autres, une de tes marques lorsque tu étais au sein d'Apple, c'est l'arrivée des Apple Premium Wrestler. Donc c'est une manière de franchiser des magasins en France et puis ça a été repris dans le monde entier. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui justement sur ces revendeurs historiques qui disparaissent petit à petit parce que justement Apple développe aujourd'hui son propre réseau de magasins? De manière très pragmatique, une fois encore, comme je n'arrivais pas à voir assez vite les Apple Retail Store en Europe. Je vous rappelle que le premier n'a été ouvert finalement que fin 2004 en Angleterre et que nous sommes arrivés qu'en novembre 2007 en France avec le Louvre. Il fallait que pour autant on puisse tirer parti de ce savoir-faire qui était développé. Donc ce que j'ai réussi à vendre à Steve et à tout le management, c'est leur expliquer que les revendeurs sont des gens qui aujourd'hui peuvent nous amener un plaidoyer,
fort, et que plutôt que de attendre ad vitam que ces fameux Apple Retail Store viennent et qu'on le fasse comme on l'a toujours fait chez Apple sans compromis, il fallait trouver un mode opératoire différent. Et là, on avait en Europe déjà un programme qui s'appelait les Apple Center, qui avait été érigé au milieu des années 95-96, et on avait encore des restes où on se trouvait en 2001, 2002, 2003 avec des magasins de vente où vous aviez encore le logo initial de Apple avec cet arc-en-ciel californien. Vous vous rappelez peut-être de cela. Et on a pensé alors qu'il fallait les rendre un petit peu plus aux normes du temps et de l'époque. On a donc réduit de manière très forte les Apple Center. Et à partir d'une base de 400-500, on est tombé à 200 et on s'est dit comment va-t-on les rebâtir en tirant parti de ce savoir-faire rare et unique qui était celui développé graduellement, essentiellement aux États-Unis, avec les Apple Retail Store. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce programme. Je pense c'est en 2003, 2004, 2005 qu'on l'a mis en place. Et c'est devenu, je crois, un fait compris chez Apple. C'est aujourd'hui plus de 1200 Apple Premium Resellers. C'est un des vrais concepts qui a été exporté de l'Europe vers le reste du monde, à l'exception des États-Unis, au Canada, en Amérique latine, mais aussi en Chine. C'est un business de plus de 8 milliards. Et pour nous, en Europe, dans ma région, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde ensuite, c'était plus de 900 magasins qui nous permettaient d'être là où les gens font du shopping et de le faire sans compromis sur la qualité à la fois de l'expérience client et des produits. Ça veut dire quoi, Pascal? Ça veut dire que l'avenir de ce type de magasin-là, parce qu'ils sont nombreux dans le monde aujourd'hui, tu l'as dit, c'est d'être présent dans les endroits, dans les lieux où il n'y a pas d'Apple Store. Je vous rappelle les uns les autres qu'il n'y a que 460 retail stores, même 423 retail stores Apple, si je me trompe récemment, et que là-dessus, une vaste majorité sont encore toujours aux États-Unis. Je pense qu'on doit parler de 300. Avec les 100, 150, on ne couvre pas le territoire. Comment fait-on pour offrir une expérience client digne de ce nom à Papeete, à Moscou, à Oslo, ou même au-delà de Shanghai ou de Beijing. Et c'était ça le génie de l'Apple Premium Reseller, qui a fort bien fonctionné. Alors évidemment, ici, lorsque vous avez un Apple Premium Reseller qui est en face du Louvre, de l'Opéra, ou du moins dans une de chalandise propre, il a du mal à survivre. Et c'est ce pourquoi on avait préparé le terrain, en mettant notamment des magasins dans le magasin, dans les Fnac, dans les Darty, dans des boulangers, en anglais dans le texte, des shop and shop, qui ont extrêmement bien fonctionné et qui fonctionnent encore aujourd'hui, puisqu'il s'agissait non pas d'éliminer, mais il s'agissait de faire en sorte que le gâteau qui devenait de plus en plus grand à la faveur de la qualité des produits, ne cesse de grandir à la faveur d'un plaidoyer plus forte par les revendeurs. Alors, dernière question sur le magasin, parce qu'on ne va pas faire toute la soirée là-dessus, mais c'est vrai que c'est une chose qu'on entendait souvent, qu'on nous répétait à bon ou mauvais escient au sein d'Apple, alors peut-être que c'était des personnes mal intentionnées qui nous le disaient, que les Apple Store, du moins n'étaient pas, l'implantation des Apple Store, ce qui peut sembler un peu aberrant pour nous franco-français, n'était pas gérée par Apple Europe et Apple France, c'était supervisé par Cupertino. C'est vrai aujourd'hui? Ça fonctionne comme ça? Un des modes de développement de cette société, et je crois que c'est peu dit et peu compris, c'est que ça a toujours été de créer en fait des PME au sein d'un groupe. Et une fois encore, je ne vais pas reprendre ce que disait Jobs, mais c'était l'idée qu'on ait en gros un agrégat, une holding de PME et de start-up. C'était l'idée. À partir de là, on a créé le iTunes, le App Store, les Retail Store, le Online Store, le réseau de revendeurs comme des entités distinctes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un minimum de communication, mais il faut bien reconnaître aussi que le type de talent pour développer une chaîne de vente en grande distribution est assez différent que le type de talent qu'il faut pour à la fois préparer une marque, arriver sur les territoires et gérer des grands de la distribution comme les Darty, Carrefour, Fnac de ce monde. Et donc on avait ce mode opératoire-là qui a montré son succès, puisque je rappelle quand même que les chiffres sont forts, sans vous parler de ce qui est arrivé à partir de 2007-2008 avec le travail sur les telcos et les opérateurs telcos ou les distributeurs de telcos comme les Phone House de ce monde, les Carphone Warehouse ailleurs dans Europe. Donc c'était le mode opératoire. L'idée étant qu'on ait une société de spécialistes avec un savoir-faire extrêmement fonctionnel et que le travail, ça a été mon travail à moi en tant que directeur général et general manager de cette entité, c'était de faire travailler tout le monde ensemble pour le meilleur intérêt de la marque. Alors c'est vrai qu'on a du mal parfois à comprendre le mode de fonctionnement d'Apple dans le monde, en Europe. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion et de polémique autour du process notamment d'optimisation fiscale d'Apple. Ça a fait polémique, mais c'est malheureusement la règle dans le secteur de la high-tech. On pense à Google, on pense à Amazon notamment. Quel est ton regard justement sur ce mode d'opération et d'optimisation fiscale? Écoute, c'est un regard où je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il est clair que sur ce coup-là, Apple n'a inventé rien différent. Le think différent n'a pas existé puisqu'on a appliqué les mêmes règles que l'ensemble de l'industrie.
Et comme on a eu un succès extrêmement fort, on est devenu une sorte d'icône avec Google et Amazon de ce mode opératoire qui est lié par le fait qu'il manque une gouvernance mondiale politique, une gouvernance mondiale sur les taxes. Une fois qu'on a dit ça, je pense pouvoir affirmer aujourd'hui encore que tout a été fait dans l'ordre du droit, en respect du droit, à la fois des droits nationaux, du droit européen et autres. Et effectivement, on pourrait s'en être choqué constamment. Mais c'était jouer avec les règles du jeu. Des patrons comme moi, très opérationnels, n'étaient pas dans le débat au jour le jour, mais en même temps, il n'y avait pas de raison de s'en émouvoir, puisque je vous rappelle une fois encore que toute l'industrie, mais l'industrie aussi automobile, les industries d'aérospatiale, l'industrie de la grande consommation, avaient le même mode opératoire. Cédric Rodrigo, une petite réaction par rapport à l'optimisation fiscale peut-être? Rien de nouveau, on a déjà eu cette discussion. Mais pas avec Pascal, en plateau. Non, mais bien sûr, mais c'est ce que je rappelais à chaque fois, le vieux dossier paru, je crois que c'était dans l'Alternative économique il y a quelques années, qui listait toutes les boîtes du CAC 40 qui faisaient exactement la même chose. Donc, c'est un peu facile. C'est un avantage surtout sur une boîte la... américaine. Les boîtes européennes, enfin les boîtes françaises ont un peu plus de mal quand même à faire, parce qu'elles sont peut-être un peu plus surveillées et ne peuvent pas permettre ce genre de choses. C'est dur si tu es une boîte... Pas du tout. Ou si tu as l'État actionnaire. Non. Bull n'a pas pu le faire, par exemple. C'est pour ça que oui, ça c'est là, d'accord. Ok, tu vois ce que je veux dire? Si ton premier actionnaire est l'État, c'est dur de te délocaliser aux Bahamas. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Total, voilà quoi. Mais voilà, rappelez que Total n'a pas payé d'impôts pendant longtemps. Donc voilà, je pense qu'il y a touche un des problèmes CIR de taré comparé aux startups. Oui. Ouais. Mais non, mais et puis surtout, et c'est le fond du débat, c'est que les gens en font souvent une sorte d'affaire morale en disant oui, non, mais d'accord, c'est légal, mais est-ce que c'est moral la morale en affaires, il faut une gouvernance mondiale, comme disait Pascal. Tu penses sincèrement, quoi, en clair. Si Pascal était allé devant le board d'Apple en disant écoutez, alors maintenant, on va faire une déclaration fiscale dans chaque pays d'Europe où on est présent. La loi nous permet absolument de concentrer, de faire une seule déclaration, enfin, de rationaliser un peu les déclarations fiscales au travers de l'Europe. Non, on va faire un truc par pays. Il serait fait virer. Enfin, je veux dire, on lui aurait dit chérie, ça ne sert à rien et on va au-delà de ce que nous demande la loi. Donc voilà, il faut d'abord régler la loi avant de se poser des questions morales. Rodrigo. 2 ou 3 commentaires. La première, c'est que les boîtes bien gérées se doivent d'optimiser leurs impôts. Les avocats fiscaux ne servent qu'à ça. Et toutes les lois mondiales permettent de faire cela. Après, il y a effectivement des ministères de finances qui parfois surréagissent à l'actualité. Il y a des instances multinationales qui réagissent à l'actualité. Je pense à l'OCDE, je pense à l'OMC, je pense à des gens comme ça. Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que tout le monde optimise en ce moment partout. Voilà, donc après, soit on ferme les trous et on en subit les conséquences collatérales, c'est-à-dire délocalisation, on n'a plus d'impôts, on n'a plus d'emplois locaux, etc. Soit on accepte cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième, Apple n'a pas toujours été une société florissante avec des bénéfices records et 140 milliards de trésorerie. Apple, à un moment, était près de mourir. A été près de mourir, a été obligé d'appeler le grand Satan à la rescousse, Bill Gates sur le grand écran, et avoir une injection de cash. C'est le cas de la plupart des boîtes, de se dire il faut que j'atteigne une masse critique pour pouvoir me développer de manière continue, durable. Donc voilà, et il crée de l'emploi. Troisième point, c'est ce qu'on appelle en macroéconomie ou micro, suivant les cas, c'est l'offre et la demande. Et les gens sont ravis de payer pour les produits Apple. Ils payent probablement 2 ou 3 fois le prix qu'ils devraient payer pour le même produit, sauf que c'est un produit qui donne un bénéfice autre que la valeur achetée, qui a un sentiment d'appartenance et d'utilisation très très particulière. Donc voilà, tant que les gens sont prêts à payer pour Apple, ils encaissent et après ils optimisent leurs taxes. 2 petites questions vite fait concernant, pour terminer le volet Apple et la France et l'Europe en particulier. Il y avait une messe technologique en France qui était une formidable réussite, et c'était pas très nombreuse, il n'y avait pas de grand salon, c'est une messe européenne. Le seul, je dirais, pendant européen à ma connaissance, la grande seule messe technologique, c'était Apple Expo. T'es pas nostalgique franchement de cette période-là, de cette manifestation-là qui a été arrêtée avec l'arrivée des Apple Store? Oui, on a créé avec Apple Expo un rendez-vous annuel qui était le rendez-vous à la fois des fans mais aussi des développeurs. Ce rendez-vous annuel, on l'a tenu pendant très longtemps. Je crois qu'on a dû fêter 22, 23 anniversaires. Quelque chose comme ça. On s'y était retrouvés d'ailleurs. On en a fait une messe annuelle à Paris qui couvrait l'ensemble de l'Europe, sachant que son pendant existait au Japon pendant un certain temps
et ensuite aux États-Unis. Mais il est clair que lorsque l'on ouvre un Louvre, un Opéra et quelques magasins, et que dans une année, on donne un espace pour avoir 100 fois plus de visiteurs qui s'y retrouvent, pour toucher les produits, ce rendez-vous annuel a beaucoup moins de sens. Donc c'est ce pourquoi que graduellement, et on a été le dernier à l'arrêter en fait, on a arrêté cette expo. Évidemment, on le regrette puisque c'était une façon fantastique de voir l'écosystème. La société a tellement grandi, les développeurs d'apps sont devenus tellement nombreux qu'évidemment, on ne pouvait plus physiquement se retrouver là. C'était essentiel en 2001, 2002, 2003, 2004, lorsqu'on a essayé de revenir et de reconnecter avec le monde professionnel, avec les vidéographes, avec les photographes, avec les architectes, avec les médecins, et qui, à côté de nos produits grand public, tiraient parti aussi de nos produits un peu plus professionnels. Donc pas de regret, même si ça a été un moment fantastique d'organisation avec des événements rares et uniques sur toutes ces années-là. L'opportunité de pouvoir rencontrer ces consommateurs, pas forcément dans une relation commerciale, simplement une relation Mais la chance des Apple Retail Store, comme de ce qu'on faisait chez Zappert, c'est qu'on n'a jamais mis la relation commerciale comme étant la première relation. Je vous rappelle quand même qu'on a révolutionné la façon de promouvoir nos produits, on a mis les caisses enregistreuses au fond, on recrutait essentiellement des gens qui étaient des fans. On ne leur demandait pas un quota de vente en leur expliquant voilà les 5-10 points qu'il faut souligner. Je pense qu'on a beaucoup évolué là-dessus et c'est vrai aussi pour le réseau de revendeurs, APR et autres, les magasins dans le magasin que vous trouvez à la FNAC. On a toujours tenu à faire en sorte que les gens puissent vendre avant tout une philosophie de l'utilisation du produit. Et les difficultés qu'ont rencontré beaucoup de revendeurs pour terminer sur ce sujet, donc c'est comment l'expliquer aujourd'hui. On parlait de concurrence déloyale, on parlait également tout simplement de l'arrivée des Apple Store qui est une concurrence forte pour les APR. J'ai vraiment été au cœur de ce sujet-là, donc j'ai une opinion et je ne sais pas si on pourra la développer ici, mais la réalité des choses, c'est que tous les revendeurs avec lesquels on avait un partenariat et une communication, qui ont compris comment ils pouvaient non pas se substituer mais compléter la stratégie d'Apple, existent encore aujourd'hui. Et j'aimerais nommer des MCS, des e-concepts, juste pour en nommer quelques-uns, où il ne s'agissait être au centre de Bordeaux, être au centre de Nice ou sur un centre commercial important, ou être à l'Opéra, est important pour l'ensemble de l'écosystème. Mais une fois qu'on est là, on a d'autres territoires à couvrir en ayant une présence sur les villes un peu plus moins importantes. Et comme l'APR est un format de 70 à 200 mètres carrés, on peut sans doute avoir un business model qui fonctionne. La preuve, c'est qu'à l'opposé de ce que vous nous racontez, les APR n'ont cessé de grandir, que ce soit partout en Europe. C'est un produit qu'on a créé il y a maintenant près de 8 à 9 ans et qui continue à croître. Alors, effectivement, si on ne veut être que le revendeur qui bénéficie qui n'investit pas dans le plaidoyer, dans l'évangélisation avec du mur et qui essaye de simplement faire du fax, du téléphone et de l'internet et de vendre à discount pour pouvoir passer entre les lignes, en tirant parti de l'investissement que font les autres revendeurs qui eux investissent ou que la marque fait, là au cours du temps on s'essouffle et on disparaît. Ça a été un petit peu l'histoire de nombre de ces revendeurs, même si je ne peux pas vous dire que tout a été parfait, parce que c'est une bataille d'offres, de demandes et un champ concurrentiel fort à plein d'égards. Alors, on va conclure, hein, ça fait un moment qu'on le dit dans cette émission, on va conclure sur la France, mais tu le disais tout à l'heure en préambule qu'il y avait une French Team au sein d'Apple, tu peux nous en parler, notamment des Bertrand Serlet, l'un des papas de macOS 10, ou encore du très mystérieux Jean-Marie Hulot, hein, qui était à la charge qui aurait été l'un des pères de l'iPhone, en charge des premiers travaux. Très mystérieux, je l'ai eu dans mes bureaux pendant un an, moi. Hein, oui, et puis il est venu faire cette émission aussi, où en fait, la première ébauche Steve, quand des il a travaux repris d'iPhone ont été faits en Europe et à Paris en particulier. Oui, quand Steve a repris la société, ou est retourné dans la société en 1998, il avait déjà 10-15 années de vie professionnelle, d'abord avec Apple et ensuite avec Next. L'équipe de Serlet, comme l'équipe de Hulot, était en fait l'équipe de Next de ces années-là. Donc c'est le début des années 90. Et ce qu'il a fait, il a juste continué à garder ce niveau, parce qu'on le sait, en France, on est des ingénieurs exceptionnels. Et l'un et l'autre étaient en fait les icônes de ces plus de 60 000 Français qui vivent dans la Silicon Valley, qui sont la communauté la plus importante, qui soit bien loin devant les Allemands et les Anglais. Et en fait, on a simplement tiré parti du talent qui a été le nôtre. Cette French Team, elle existait aussi dans le management, ou en Europe, effectivement, sans doute un petit peu à cause de ma présence, mais aussi simplement parce que le headquarter venait de France. On a encore et toujours une équipe de management un peu plus française qu'on pourrait y penser. Donc je pense que c'est simplement l'histoire de comment se fait une société et de ce que l'entrepreneur ou le fondateur a bâti de relations. C'est un savoir-faire unique, des relations. Et dernier point, il faut quand même le dire, il faut absolument qu'on soit fier, et je ne cesse de le dire quand je parle de l'économie des objets connectés,
il y a un savoir-faire rare en France, qui est l'héritage de notre culture, d'écoles d'ingénieurs et de gens qui savent écrire du code, avec en plus une proxy plus forte sur le design, donc qui le font avec talent, avec un certain interface utilisateur unique et rare. On aime le beau en France, donc l'un et l'autre ensemble devaient effectivement faire en sorte que chez Apple, on avait plus de chances de trouver des Français ou une francitude que dans d'autres sociétés, typiquement chez Microsoft ou chez IBM. Et l'aventure Jean-Marie Hulot, tu étais au courant, évidemment, j'imagine, de cette expérience menée dans le plus grand secret à Paris? Oui, parce que Jean-Marie devait... D'abord, on était pionniers. Il s'agit d'être disruptif sur un business qui existait, qui est un business de plusieurs milliards de dollars, et que ce soit sur le produit ou sur le business model, qui est un business model particulier, puisqu'on a aussi essayé de tirer parti de la subvention, vous vous rappelez, la subvention du téléphone, et donc de ce qu'on appelait des contrats chez les grands opérateurs, on a essayé d'apprendre en Europe, sachant que je vous rappelle quand même que l'Europe était le territoire le plus propice et en avance, au moins sur les années 90 et sur les années 2000, aux États-Unis, avec des grands noms qui étaient les Sagem français, les Siemens, les Sony Ericsson ou les Nokia, et dont on sait tous et on regrette aujourd'hui qu'ils sont partis. Le centre de gravité a basculé outre-Atlantique. Mais c'est quand même assez rare qu'Apple délocalise, cette fois-ci, ça nous ravit plutôt dans l'autre sens, des projets aussi majeurs. On sait qu'aujourd'hui l'iPhone, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires d'Apple. C'était une fois encore un signe très clair du talent et de la reconnaissance, de l'Europe, et du talent particulier de Jean-Marie Hulot, qui nous a permis, alors même que je mettais le siège français à Iéna, on avait dédié un espace de R&D qui était le seul espace de R&D hors des États-Unis. Mais à un moment donné, il a fallu prendre la décision de rapatrier tout ça aux États-Unis? Non, je pense qu'il y a toujours une veille technologique. On parle de très peu de personnes, mais en R&D chez Apple, on parle toujours de très très peu de personnes. C'est une société qui fait des milliards de chiffres d'affaires et de profits, mais fondamentalement, son squelette tient à quelques centaines de personnes. Et dans ce squelette-là, il y a quelques franchises. D'accord. Merci Pascal. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Il nous reste plein de sujets passionnants à aborder, sans oublier les coups de cœur de notre fine équipe. Soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine.